Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans Actu Hebdo de ce 23 mars 2025. Au menu, deux sujets. D'abord, la célébration de la Journée mondiale de l'eau. Les autorités maliennes, les acteurs du secteur de l'eau et les partenaires se sont retrouvés ce samedi sous la présidence du Premier ministre, le général de division Abdoulaye Maïga. Nous en parlerons tout à l'heure avec notre invité Sékou Diarra, directeur national de l'hydraulique. Bonjour, monsieur Diarra et bienvenue. Bonjour. Le deuxième sujet est consacré au lancement de la campagne de distribution d'aliments bétail aux éleveurs et cotonculteurs. Plus de 21 000 tonnes d'aliments bétail seront mises à la disposition des éleveurs des 19 régions et du district de Bamako. Nous recevons Djakalia Ouattara, directeur national des productions et industries animales au Mali. Bonjour, M. Ouattara et bienvenue. Bonjour, M. Kounou. La Journée mondiale de l'eau, édition 2025. Au Mali, la célébration a eu lieu ce samedi au CICB sous la présidence du Premier ministre. Le général de division Abdoulaye Maïga, le chef du gouvernement, a salué les efforts du président de la transition dont les actions ont permis à de nombreux Maliens d'avoir accès à l'eau grâce à des centaines de forages réalisés à travers le pays. Revoyons le reportage de Mamari Koné avant d'en parler avec notre invité. L'eau est source de vie, ce qui explique la forte mobilisation autour des activités de la célébration de la Journée mondiale de l'eau. L'édition 2025 se tient dans un contexte marqué par l'aggravation des effets du changement climatique, la croissance démographique et l'augmentation des conflits liés à l'eau. Dans notre pays, force est de reconnaître l'accès à l'eau est reconnu comme un droit fondamental dans la Constitution de juillet 2023. Cependant, des défis restent énormes quant à l'atteinte de l'ODD 2030. C'est pourquoi la société civile estime qu'une bonne gestion de l'eau promeut le progrès économique et social. À l'inverse, une mauvaise gestion de l'eau entrave le développement et cause la souffrance des populations. Le développement de notre pays serait le résultat d'investissements significatifs en termes d'infrastructures hydrauliques, d'institutions efficaces en charge des questions d'eau et de bonne gestion des ressources en eau. Cette journée est une invitation à la réflexion sur le rôle de chaque partie prenante dans la protection de l'environnement. Malgré les efforts faits par l'État et ses partenaires, le chemin reste encore long. Pour ce faire, les partenaires techniques et financiers sont préparés à accompagner le gouvernement du Mali afin d'accélérer les changements en matière d'accès à des services d'eau potable, d'hygiène et d'assainissement au Mali pour le bénéfice des populations. Le thème retenu cette année, protection des glaciers, vise à attirer l'attention des acteurs de l'eau sur l'importance cruciale des glaciers dans la régulation du climat et leur influence sur le cycle de l'eau. Il nous faut comprendre que les glaciers constituent une réserve essentielle d'eau douce à l'échelle mondiale et concentrent près de 70% de l'eau de la planète. Sous forme solide, les glaciers sont d'une importance capitale pour le maintien de la vie sur Terre. Leur fonte rapide affecte gravement le cycle global de l'eau, réduit la réserve d'eau douce et déclenche une série de problèmes sociaux environnementaux. Bien que notre pays ne possède pas de glaciers, mais la fonte accélérée de ceux-ci peut influencer directement notre climat local. Elle peut perturber les systèmes hydrologiques, agricoles et provoquer des inondations. Ces perturbations peuvent ainsi mettre en cause la disponibilité et la gestion de nos ressources en eau. L'innovation cette année, c'est l'organisation d'un concours interuniversitaire en vue d'obtenir des solutions innovantes. La FAST, l'université Bazo et celle de Ségou ont exposé les solutions qu'elles proposent dans le cadre de la célébration de cette journée. Le Premier ministre chef du gouvernement a visité quelques stands d'exposition avant de saluer les acteurs et le président de la transition qui ne cesse d'apporter sa contribution à la quête de l'eau potable pour l'ensemble des Maliens. Le chef de l'État, à travers ses œuvres sociales, matérialisées à travers différentes ses actions, notamment les forages, illustre à suffisance comme je dis, son engagement et l'intérêt qu'il porte lui-même à la question de l'eau. Donc je voudrais, en son nom, féliciter le ministre de l'Énergie et de l'eau et l'ensemble de ses collaborateurs. Le thème de cette année, thème consacré à la fonte des glaciers. C'est un thème qui concerne bien entendu notre pays
pour la simple raison que la fonte de ces glaciers, malheureusement, entraîne le risque d'inondation, le risque de crue, comme nous l'avons malheureusement expérimenté l'année dernière. Également une occasion pour nous de lancer un appel à nos compatriotes pour que nous nous investissions plus, pour que nous nous investissions davantage à protéger nos ressources hydrauliques. On l'a dit, l'eau c'est la vie. Le constat amer qui se dégage et que nous observons malheureusement c'est tous les jours, c'est l'exploitation illégale de l'or à travers le système de drague. Et malheureusement c'est une situation qui nous attriste et qui préoccupe le chef de l'État lui-même. Je pense que les actions en cours, s'il plaît à Dieu, permettront d'inverser la tendance. Comme je l'ai dit, le gouvernement ne peut pas réussir seul cette mission. Nous avons eu l'occasion de voir le savoir-faire de nos étudiants qui méritent d'être encouragés, qui méritent d'être félicités. Je pense que c'est autant de solutions qui permettront, s'il plaît à Dieu, de mieux préserver nos ressources en eau. La célébration de cette journée traduit la volonté du gouvernement à renouveler son engagement et à poursuivre les efforts pour une gestion durable des ressources en eau. La finalité, c'est l'atteinte de l'objectif numéro 6 des objectifs de développement durable des Nations Unies. Monsieur le directeur, quand on parle de la journée mondiale de l'eau, on pense d'abord à quoi? Est-ce qu'on pense à l'eau de boisson? Est-ce qu'on pense à l'eau de l'agriculture? Merci bien, M. Koné. Bonjour à tous les téléspectateurs. Je remercie les dirigeants de l'ORTM ainsi que vous-même pour nous avoir donné l'opportunité de venir parler effectivement de la Journée mondiale de l'eau. Alors, la Journée mondiale de l'eau, c'est d'abord une journée qui a été adoptée en 1993 par les Nations Unies, qui ont vu la nécessité de dédier une journée à l'eau. Donc, depuis 1993, le 22 mars de chaque année, est consacré à la Journée mondiale de l'eau. Votre question, elle est très intéressante. Donc, il s'agit de l'eau dans toute sa splendeur. Donc, c'est l'eau qui est célébrée, l'eau qui est fêtée. Donc, il n'y a pas de domaine spécifique et ciblé. C'est l'eau dans toute sa splendeur qui est vraiment fêtée, qui est célébrée, pour qu'on puisse prendre une journée et penser et faire des sensibilisations, de l'information sur la problématique de la gestion de façon générale de ces ressources-là, qui sont précieuses. Y compris au Mali. Y compris au Mali. L'eau de boisson. Voilà, pas seulement l'eau de boisson. Parce que sans cette ressource, la vie est impossible. Voilà. Ouais. Et vous avez deux thèmes. Alors, il y a un thème qui est sur la fonte des glaciers, les effets de la fonte des glaciers sur le cycle de l'eau au Mali. C'est un thème qui pourrait faire sourire au Mali, puisque nous ne connaissons pas de neige, nous ne connaissons pas de glaciers. Et pourquoi c'est important pour vous? C'est très important quand vous suivez le reportage tout de suite qu'on vient de regarder. Donc le thème d'abord vient des Nations Unies, dont l'ONU. Et donc ils ont déjà déclaré 2025 année internationale de la protection des glaciers. Et donc désormais le 21 mars de chaque année est aussi adopté Journée mondiale de la protection des glaciers. Donc, le 21 mars, Journée mondiale de la protection des glaciers, et le 22 mars, Journée mondiale de l'eau. À partir de 2025. Oui, c'est ça. Et donc, ça veut dire qu'il y a une catastrophe silencieuse qui se passe depuis plusieurs années. Il s'agit effectivement de la fonte des glaciers. On vient de l'écouter, les glaciers conservent les 70% de la réserve d'eau douce sur la planète. Et donc, ça veut dire combien de fois c'est très important, ces ouvrages, ces créations en toit naturel que Dieu a fait pour réguler la température mondiale, pour donner une réserve qui permet effectivement d'alimenter les nappes, les marigots, les rivières. Et donc, il y a un équilibre mondial qui était là, donc qui commence à s'effriter avec le réchauffement climatique. Donc il faut dire que le problème des glaciers, c'est essentiellement un problème de changement de température. C'est un thème mondial, mais est-ce que chez nous, on voit l'effet des glaciers, la fonte des glaciers? Chez nous, on le voit clairement parce que le Mali ne fait pas une dérogation au cycle de l'eau mondiale. Le cycle de l'eau, il est universel, dont le Mali fait partie de ça. Donc, lorsque le cycle de l'eau mondiale est perturbé ou est influencé par ces phénomènes-là, forcément, le Mali sent ce phénomène. On va pas... Quand on voit l'hivernage passer, nous avons eu une crue inédite, exceptionnelle, une crue historique qui peut être un exemple, une illustration parfaite. Et c'est dû à la fonte des glaciers? Oui, bien sûr, parce que lorsque les glaciers fondent, maintenant, l'eau fondue là vient
augmenter le niveau de la mer. Et donc, quand le niveau de la mer est augmenté, les réseaux hydrologiques est tel que tout est interconnecté. Donc, ça peut faire que, effectivement, on peut avoir des crues et de grandes envergures dues avec les cours d'eau, et ça peut être même dû à l'hivernage. Donc, on peut déjà dire que, voilà, on commence à voir les conséquences. C'est réel, en fait, ce que vous venez de dire. Mais au Mali, est-ce qu'on peut... parce que vous devez aussi sensibiliser et mobiliser la population. Est-ce qu'avec ce thème, vous arrivez quand même à sensibiliser la population avec le thème de la fonte des glaciers? On arrive à le faire. Oui. Déjà, c'est pourquoi on a retenu l'effet de la fonte des glaciers sur les ressources en eau du Mali, sur le cycle hydraulique du Mali. Nous avons choisi ça pour relier le thème mondial au contexte malien. Et donc, nous avons déjà fait une conférence de presse le jeudi à l'hôtel de l'Amitié, où on a eu à recevoir une cinquantaine d'organes de presse pour pouvoir échanger sur la problématique. Hier aussi, dans la journée, il y a eu un panel de haut niveau qui a eu à éplucher la question. Donc, c'est pour dire que nous avons ciblé le monde des étudiants, les chercheurs, voilà, la société civile et les services techniques. Donc nous arrivons parfaitement à développer les sujets, à expliquer les enjeux, les conséquences, toute la problématique qui encadre effectivement la fonte de ces glaciers, même si notre pays ne contient pas de glaciers. Voilà. D'accord. Et le deuxième thème, c'est la problématique de la pollution des cours d'eau. Ça, nous connaissons bien, oui, ça. Bien et qu'est-ce qui est le plus préoccupant pour vous? Est-ce la pollution industrielle, artisanale, ou la pollution domestique et urbaine? Parce qu'il y a plusieurs types de pollution. Pour nous, tout est préoccupant. Lorsqu'il s'agit de la pollution, lorsqu'il s'agit des ressources en eau, compte tenu de leur sensibilité, de leur vulnérabilité, tous les types de pollution nous préoccupent. Alors, nous avons effectivement les pollutions industrielles qui est essentiellement due au rejet des déchets, des eaux usées non traitées par les industries, notamment les tanneries, les sociétés industrielles, les sociétés minières et tout. Il y a aussi les déchets artisanaux. Voilà, les déchets artisanaux, les centres de santé, les abattoirs, donc voilà, tout ça la rejette. Or, avant que les eaux ne soient enregistrées dans la nature, il faut un pré-traitement pour en tout cas neutraliser tout ce qui est toxique là-dedans, afin de faire le rejet. C'est malheureusement ce qui n'est pas appliqué à plusieurs endroits. Donc, ça nous préoccupe. Donc, la gestion aussi des déchets solides, des eaux usées au niveau domestique est une vraie problématique. Parce que vraiment nous sommes dans une ville de forte concentration, notamment le Mali et même les autres capitales régionales. Donc à ce niveau aussi, il y a vraiment beaucoup de soucis parce que ces eaux se retrouvent effectivement au niveau de nos cours d'eau sans aussi un traitement préalable. Et si on prend la pollution industrielle, est-ce que vous pensez que vous êtes à mesure, ou en tout cas qu'on est à mesure au Mali, de lutter contre cette pollution? Bien sûr, on peut bien sûr lutter contre depuis des années. Cette pollution. D'ailleurs, on a commencé à réfléchir, il y a des réformes en cours pour pouvoir vraiment encadrer tout ça. Je vous rappelle déjà que la législation malienne est très claire. Il y a des textes, il y a beaucoup de législations qui encadrent en tout cas toutes ces activités. Mais le problème, c'est que ce n'est pas appliqué. Le problème, c'est un peu l'application. Donc, par rapport à ça, on est en train de mettre en place ce qu'on appelle la police de l'eau. Et donc, cette police va être chargée effectivement de suivre l'application de toute la législation. Donc, ceux qui ne sont pas là appliqués, à avoir des ouvrages de pré-traitement, à avoir en tout cas des installations appropriées, donc vont subir en tout cas la rigueur de la loi. Donc nous sommes vraiment en train d'aller vers ça parce qu'on a constaté que la sensibilisation a vraiment atteint ses limites. Voilà. Maintenant, la forme de pollution même qui nous préoccupe dans tout ça, ça c'est le cas de l'orpaillage. Par les machines de drague, voilà, qui sont en train vraiment d'être des grandes sources de pollution de très grande envergure. Ça pollue carrément le fleuve, ça détruit même le fleuve, en termes clairs. Donc, parce que c'est des pratiques qui ne sont pas vraiment de nature en tout cas, ça tue carrément les fleuves. Et donc, c'est ce qui est très préoccupant aujourd'hui, quand on voit un peu le nombre de dragues, et la façon dont ce phénomène a pris de l'ampleur par rapport, les gens veulent faire du gain facile. Donc, quelques personnes seulement vont aller perturber tout ce patrimoine-là, qui est un patrimoine public. Voilà. L'eau appartient à nous tous. Donc, quelques personnes ne doivent pas aller porter préjudice à cette ressource-là au détriment de l'ensemble de la population du Mali. Il y a eu des décisions qui ont été prises au niveau national, mais vous êtes optimiste. Vous pensez qu'au Mali, on peut vraiment lutter contre cette pollution du fleuve? On peut bien sûr lutter, je pense qu'on n'a même pas le choix. Voilà, parce que ces ressources-là conditionnent la vie du Mali.
On n'a pas eu la chance d'avoir la mer. Et tout ce qu'on a eu, c'est ces cours d'eau qui sont le cordon ombilical du développement socio-économique de notre pays. Vous voyez la zone office du Niger, vous voyez tout ce qui est industriel, tout ce qui est eau potable, tout est lié à ces ressources. Donc on n'a vraiment pas le choix. Il faut qu'on arrive à indiquer ce phénomène-là pour pouvoir porter ces ressources. Il s'agit simplement d'appliquer les textes, de l'appliquer avec rigueur maintenant, parce qu'on a passé trop de temps à sensibiliser, trop de temps à informer. Maintenant, il faut aller à un niveau supérieur. Et la pollution domestique et urbaine, ce sont les mairies qui doivent s'en occuper? Les mairies ont un très grand rôle à jouer. C'est eux qui doivent organiser le stockage, le ramassage, jusqu'à l'envoi des déchets au niveau des dépôts finaux, voilà, pour pouvoir travailler sur ces déchets-là. Mais les déchets liquides, parce qu'au niveau des... Pour les déchets liquides, c'est des ouvrages appropriés qui doivent être faits au niveau des ménages. Et ce qui n'est pas fait. Malheureusement, ce n'est pas fait. Dans beaucoup de ménages, on voit que les gens orientent ces déchets liquides-là dans la rue ou dans les caniveaux. Et donc, ça continue comme ça, et jusqu'à ce que ça se retrouve dans les cours d'eau. C'est ce qui est déplorable. Il y a aussi des cas de collecteurs naturels, notamment les drains sur le sol, qui aussi drainent beaucoup de choses, saleté vers les cours d'eau. Ces drains aussi doivent être aménagés aujourd'hui pour pouvoir maîtriser tout ce que ces drains-là amènent vers les cours d'eau, pour que ce soit pré-traité avant que ça soit rejeté dans les cours d'eau. Monsieur Ouattara, au niveau de la DNPA, enfin, au niveau de production animale, de production industrielle, qu'est-ce qui vous intéresse dans la Journée mondiale de l'eau? Merci bien, M. Koné. Je joins ma voix à celle de mon prédécesseur pour saluer l'équipe de thème pour nous avoir donné l'occasion de parler sur deux thèmes majeurs qui tiennent à cœur aux plus hautes autorités du pays. Donc, pour revenir à votre question, en tant que ministère de l'Élevage et de la Pêche, je partage la préoccupation de M. Diarra en ce qui concerne les dragues. Parce qu'il faudrait-il savoir que la pisciculture et l'aquaculture suivent au niveau des fleuves et des marigots. Donc si ces deux sources d'eau sont polluées, cela va handicaper forcément la production piscicole. Or le Mali est en train d'œuvrer pour que la production piscicole soit augmentée pour freiner l'importation des poissons. Donc cela ne peut pas y aller sans que les dragues là qui suivent pour polluer les sources d'eau. Donc vraiment... Au-delà des poissons, vous avez besoin aussi de l'eau? Nous avons fort besoin de l'eau pour l'abreuvement des animaux. Donc pour l'abreuvement des animaux, c'est pour cela que nous voulons mettre une stratégie qu'on a dénommée la stratégie de l'hydraulique pastorale. En dehors de l'hydraulique en général, nous voulons spécifier que ce soit uniquement des points d'eau aménagés uniquement pour les animaux. Parce qu'on a, compte tenu de l'expérience qu'on a suivie sur le terrain, il y a une lutte féroce entre les humains et les animaux en ce qui concerne les points d'eau qui se trouvent au niveau des villages. Bon, les animaux et les humains, donc s'il n'y a pas une bonne politique qui sépare les deux choses, donc ça va poser problème. C'est pour cela que nous voulons, avec l'appui du directeur, donc qu'on va échanger après, pour qu'il y ait une stratégie de l'hydraulique pastorale qui va diminuer un peu la lutte féroce entre les humains et les animaux. Monsieur le directeur, vous avez aussi une idée de l'impact de la pollution de l'eau sur la santé humaine, sur la santé des animaux, on parle des animaux aussi? Oui, l'impact est là. C'est pourquoi on cherche effectivement à prendre les mesures pour pouvoir arrêter ce phénomène-là. Parce que nous avons la SOMAGEP et la SOMAPEP, qui sont des structures chargées effectivement de donner de l'eau potable dans nos grandes agglomérations. Donc à ce niveau, l'eau qu'ils prennent dans les cours d'eau est traitée. Et pour enlever tout ce qui est saleté avant de mettre l'eau dans la distribution. À ce niveau, nous avons beaucoup de difficultés.
parce que l'eau qui vient actuellement, on se trouve que les traitements posent énormément de problèmes compte tenu du niveau élevé de pollution. Donc ça, c'est des choses qui nous fatiguent beaucoup. Et de la même manière que ça nous fatigue, l'abreuvement des animaux aussi est compromis, parce que les animaux aussi ne peuvent pas boire de l'eau lorsqu'il est chargé avec certaines substances. Et donc ça pose énormément de problèmes par rapport aussi à l'abreuvement de nos animaux. Et dans l'agriculture aussi? Dans l'agriculture, c'est aussi des problèmes. Oui. Voilà. L'agriculture aussi est un élément de pollution, parce qu'avec les intrants agricoles qui sont utilisés, nous faisons beaucoup aussi de sensibilisation à ce niveau pour que ces intrants puissent être encadrés, parce qu'après il y a l'infiltration vers les nappes d'eau souterraines. Donc si ce n'est pas bien encadré, ça peut aussi avoir des répercussions négatives. Dans certains endroits, on le constate aussi. Et pourquoi, selon vous, on reste toujours passif, on reste toujours impuissant face à cette pollution qui a des conséquences dangereuses? Bon, je ne dirais pas qu'on est passif. Au fait, pour un premier temps, on avait voulu sensibiliser, informer, pour que les gens comprennent un peu la problématique. On a de la législation, il fallait que les gens connaissent un peu la teneur. Et donc, c'était ça la première étape. Mais nous avons vu maintenant que ça atteint ses limites. Donc, il faut aller vers maintenant les sanctions, les répressions, et voilà. Et donc, c'est ce que nous sommes en train de mettre en place avec des structures appropriées qui vont être chargées effectivement de suivre tout ça. Et on dit aussi que dans la constitution malienne, l'accès à l'eau est un droit fondamental. Bien sûr. Mais on constate que beaucoup de Maliens n'ont pas accès à cette eau. Ça veut dire que ce droit est violé quelque part. Non, on ne dira pas que c'est violé. Effectivement, tous les Maliens ont droit à l'eau, sans distinction de race, ni de couleur, ni de sexe, ni de nom. Voilà. C'est ce qui est contenu dans tous nos documents. Il y a la politique nationale de l'eau, il y a la loi porte-accord de l'eau, qui sont des documents très très importants et qui sont la base de la législation malienne en matière de l'eau. Donc c'est très clair. Et donc, le problème est que les ressources en eau du Mali sont inégalement réparties. Ça, c'est un phénomène naturel. Donc, nous sommes un pays de grand potentiel en matière de ressources en eau. Maintenant, il y a des zones où la ressource en eau, même de façon naturelle, se fait rare. Et donc, en ce moment, on a du mal, effectivement, à couvrir ces localités avec de l'eau potable. D'autre part, il y a les forages, l'initiative du président. Il y a des zones aussi où, même si la ressource est là, elle est limitée. Voilà. Actuellement, on a le cas de Nioro du Sahel, qui est une grande ville du Mali, où la ressource en eau se fait rare. L'eau est là, mais elle fait finir compte tenu du besoin élevé de la population et de l'urbanisation. Donc, c'est des problèmes que nous vivons. Ça ne veut pas dire qu'on fait le choix de donner de l'eau à certains Maliens au détriment d'autres, mais nous essayons, dans notre travail de tous les jours, de donner de l'eau à tous les Maliens, partout où ils se trouvent. Et l'initiative du président de réaliser des forages vient un peu pour compenser. Oui, le président... parce qu'il y a eu des centaines de forages. Voilà, il a montré clairement que l'eau est une grande priorité pour sa vision, pour sa politique. Et donc, c'est pourquoi il a mis son fonds de souveraineté pour pouvoir faire beaucoup de forages. Nous sommes à plus de 400 et des actions d'eau pour pouvoir donner à nos concitoyens afin d'amoindrir les souffrances. Donc, c'est l'occasion pour nous de le remercier par rapport à cette initiative. Quoi qu'on dise, c'est la première fois qu'un président, quand même, met son fonds de souveraineté dans ces ouvrages-là. Voilà. Vous avez parlé de la FOMAGEP, de la FOMAPEP. On sait que même à Bamako, souvent, c'est difficile d'avoir de l'eau dans certains endroits, dans certains quartiers. Est-ce que vous avez ça dans votre politique hydraulique, d'aider la FOMAGEP ou la FOMAPEP de faire des réalisations pour que tous les Maliens puissent avoir de l'eau potable? Bien sûr, c'est très clair dans la politique. D'ailleurs, la SOMAGEP et la FOMAPEP ont été créées en 2011. C'est sur la base de la même politique. C'est des réformes. Donc, pour créer une société de patrimoine qui va être chargée de mobiliser la ressource en eau et de mettre à la disposition d'une société de commercialisation qui est la SOMAGEP. Donc, nous sommes dans cette dynamique. Il y a des centres qui sont concédés à ces deux sociétés. Actuellement, ça fait 90 centres. On avait commencé avec 18. Donc, ils sont chargés effectivement de produire de l'eau, de distribuer et de vendre. Cependant, avec l'urbanisation grandissante, donc il faut faire l'extension du réseau, des branchements et tout.
Donc à ce niveau, c'est des structures aussi qui cherchent des financements pour pouvoir suivre l'évolution des villes. Et j'avoue qu'à ce niveau, la modulation des financements pose souvent des problèmes. C'est ce qui fait qu'il y a des quartiers, même de Bamako, qui ne sont pas encore couverts, desservis, parce que vraiment, ça augmente d'année en année, de jour en jour. Et donc, il faut que les réseaux suivent la même dynamique. Voilà. Vous parlez d'extension du réseau, mais là où le réseau est présent, souvent il n'y a pas d'eau. Il y a des quartiers de Bamako où le réseau de la Somagep est là, mais l'eau vient rarement, peut faire des jours sans venir. Bon, c'est souvent des petites pannes. Vous allez pannes. étendre le réseau, c'est pourquoi faire? Non, on est en train d'améliorer la production, le stockage, mais il faut dire aussi que la production de l'eau est liée à l'énergie. Alors, avec les difficultés d'électricité que nous connaissons, ça perturbe aussi dans beaucoup d'endroits la fourniture d'eau. Nous avons même commencé il y a quelques temps à installer des groupes électrogènes pour pouvoir prendre le relais par rapport à ce pompage-là lorsqu'on a ces problèmes d'électricité. Donc c'est ce qui fait que dans certains quartiers, on sent effectivement des coupures d'eau à certains moments. D'autre part, il y a aussi souvent des pannes sur nos installations. Il y a aussi des petites réparations à faire. Souvent, ça peut amener à ce que l'eau soit interrompue pendant un certain moment. M. Ouattara, au niveau de l'élevage, est-ce que vous profitez aussi des fourrages? Est-ce que les fourrages vous permettent aussi d'abreuver les animaux correctement? C'est ce qu'on a envisagé durant ces dernières décennies. On envisage de faire des fourrages qu'on appelle le système d'hydraulique pastorale amélioré, SHPA. Donc ça permet de combler au déficit hydrique par rapport à l'abreuvement des animaux. Parce qu'il faudrait savoir que l'un des défis majeurs au sein de l'élevage, c'est les problèmes d'eau. Souvent, tu trouveras qu'il y a suffisamment de pâturage, mais il n'y a pas d'eau. Donc les animaux ne peuvent pas manger et sans boire. Donc c'est pour ça qu'ils migrent vers se trouvent les points d'eau. Donc pour pallier à ces déficits-là, nous avons initié de mettre des SHPA, qu'on appelle le système d'hydraulique pastorale, amélioré. Donc pour pouvoir combler les déficits de l'eau. Et M. Diarra, vous contribuez aussi à cela? Vous participez aussi à... Oui, on a un cadre très intéressant de collaboration avec la direction de la production industrielle animale, avec les structures rattachées, les projets programmes. On a beaucoup de protocoles, voilà, on les accompagne pour la réalisation de ces points d'eau-là. Ce qu'il explique, les SHPA, c'est un type d'ouvrage que nous avons même identifié, spécifique à l'élevage. Donc le nom est SHPA, voilà, c'est ça, c'est des types d'ouvrages que nous faisons pour l'abreuvement des animaux. Donc on travaille beaucoup ensemble par rapport à la réalisation de ces ouvrages-là. Une dernière question peut-être, qu'est-ce que vous allez faire concrètement d'ici le 22 mars 2026? On va continuer la sensibilisation, on va continuer les formations, on va mettre en place les réformes. On est en train d'adopter une nouvelle politique nationale de l'eau qui contient beaucoup de réformes majeures et qui vont nous aider beaucoup à pouvoir avancer dans la gestion de ces problématiques-là. Donc nous allons aussi continuer à travailler à ce que les concitoyens aient de l'eau potable partout au Mali, notamment dans le cadre de l'approvisionnement en eau potable. Nous allons travailler aussi dans la coopération internationale. Vous savez que le Mali partage avec beaucoup de pays ses ressources en eau. Et donc au niveau desquels il y a des organes au niveau sous-régional qui sont là pour pouvoir asseoir une gestion concertée. À ce niveau aussi, nous travaillons beaucoup avec l'ensemble des pays au sein de l'ABN, l'autorité du bassin Niger, au sein de l'OMVS pour le fleuve Sénégal et au sein de l'ABV pour le fleuve Volta. Et donc on va continuer effectivement à travailler dans le cadre de la gestion et la préservation. Vous savez qu'il y a les crues, il y a l'hivernage qui va venir, donc nous avons des installations, nous suivons l'évolution de l'eau dans les cours d'eau, nous suivons la qualité, donc nous allons continuer avec ces suivis, à continuer en tout cas, à produire des informations pour qu'on ne soit pas surpris, pour que, en tout cas, en cas de phénomène extrême, que les populations soient préparées, voilà, et que les décideurs aussi aient l'information à temps. Et les partenaires techniques et financiers, ils interviennent principalement dans quoi? Dans l'eau potable, dans la chose de l'eau potable ou dans l'eau d'irrigation aussi? Les partenaires interviennent dans
tous les comportements de l'eau. Voilà, c'est selon les structures. Et donc, on fait des collaborations. Ils sont dans l'eau potable, ils sont dans l'eau d'irrigation, ils sont dans la gestion des ressources en eau. Ils sont vraiment dans l'eau de façon globale. Ils vous appuient On a des partenaires qui nous appuient. Et beaucoup de partenaires sont là. Je ne vais pas les citer, mais il y a beaucoup de partenaires qui accompagnent la SOMAPEP, la SOMAGEP, l'hydraulique, le laboratoire national des eaux. On a vraiment des partenaires qui sont là et où on a des très bonnes collaborations. Merci beaucoup, M. Diaran. Nous passons à notre deuxième sujet, le lancement de l'opération de distribution d'aliments bétail issus de la trituration des 10% des graines de coton de la campagne agricole 2024. D'ici fin juillet, 21 600 tonnes d'aliments bétail seront mises à la disposition des éleveurs pour nourrir 432 000 têtes de bovins. L'opération, qui est une initiative du président de la transition, a été lancée par le ministre de l'Élevage et de la Pêche en présence de son collègue de l'Agriculture ainsi que de celui de l'Industrie et du Commerce. Nous allons échanger tout à l'heure avec notre invité sur cette opération, mais suivons d'abord le reportage de Batraoré. Madame Sagara Sarambouari reçoit des mains du ministre de l'Élevage et de la Pêche le premier sac d'aliments bétail. Elle est suivie des Aliouba et de Boubacar Sissé, tous éleveurs qui reçoivent chacun un sac d'aliments bétail des mains du ministre de l'Agriculture et de celui en charge de l'industrie. Ces remises symboliques lancent officiellement la troisième campagne de distribution d'aliments bétail issus de la trituration des 10% des graines de coton mis à la disposition des éleveurs et cotonculteurs du Mali par le président de la transition. En 2025, il est prévu la mise à disposition de 20 600 tonnes d'aliments bétail découlant de la trituration de 24 310 tonnes de graines de coton représentant les 10% de la production de la campagne 2024. Cette quantité permettra de nourrir 432 000 têtes de bovins. Pour la distribution de la graine de coton, 13 huileries ont été minutieusement choisies en tenant compte du maillage pour faciliter l'approvisionnement des régions. Aujourd'hui, dans le monde rural, surtout par rapport aux gros ruminants, nous pensons que c'est l'action qui a le plus d'impact, qui a attendu fortement toute l'année. À l'approche du Conseil supérieur de l'agriculture, on voudrait demander une augmentation de ces 10% de graines de coton. L'opération qui couvre les 19 régions du pays et le district de Bamako est capitale pour le secteur rural. De façon spécifique, elle permettra l'intensification des activités d'embouche avec la réduction du prix de revient des animaux embouchés, l'augmentation des productions de lait et de viande, l'amélioration des rendements de bœuf de labour dans les travaux d'emblavure en début de campagne, l'amélioration de la santé humaine à travers la hausse de la consommation du lait cru local. Pour assurer la réussite de l'opération, une commission chargée de la gestion et du suivi de l'aliment bétail est mise en place dans chaque région, précise le ministre Youbaba. Monsieur Ouattara, comment est venue l'idée d'utiliser 10% de la production agricole dans la production d'aliments bétail? Merci bien, monsieur Koné. Il faudrait savoir que l'élevage est un pilier essentiel de l'économie malienne. Les bétails avec l'or et le coton sont les produits d'exportation du Mali. Donc, il faudrait savoir que ces bétails-là, en période de soudure, subit une très forte déficit alimentaire. Donc, pour pallier à ces déficits alimentaires, le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, lors du Conseil supérieur de l'agriculture, a décidé de réserver 10% de la production de graines de coton aux éleveurs ainsi qu'aux cotoculteurs. Donc l'idée est venue de là. Est-ce que c'est une distribution gratuite? Parce qu'on a vu le lancement de la campagne de distribution. Mais est-ce que c'est réellement une distribution gratuite ou c'est une distribution avec des prix subventionnés? Oui, effectivement, c'est une distribution avec des prix subventionnés. Donc si on prend le cours du marché aujourd'hui, la tonne de tourteau va de 290 000 à 300 000. Donc, or, nous cédons aujourd'hui
cette même tourteau la tonne à 195 000. Donc c'est subventionné. Et qui prend la charge, qui prend la différence, qui paie la différence? Donc, les producteurs? Non, c'est pas il n'y a pas une différence à prendre. C'est de commun d'accord avec les huiliers, ainsi que la CMDT et les interprofessions. Parce que ce sont les huileries qui s'occupent de la trituration. Tout à fait. L'action de broyer et tout ça pour transformer ces graines de coton en aliments bétail. Et comment vous choisissez ces huileries? Il y a beaucoup d'huileries au Mali, mais elles ne sont pas toutes concernées. Il y a des critères. Les huileries sont choisies suivant des critères. Donc, à travers la Direction nationale des industries, il y a une classification préétablie. Donc, partant de cette classification, nous, on fait le choix suivant les maillages donc des régions concernées pour pouvoir choisir les huileries. Donc, les huileries sont choisies souvent à travers une commission technique qui est mise en place, constituée des services centraux, des interprofessions et la CMDT. Donc, ainsi que les services centraux sont la DNPA, la Direction nationale des industries et l'agriculture. Donc, les fêtières sont l'interprofession lait, l'interprofession filière bétail-viande et l'interprofession coton-culture. Donc, la CMDT est représentée dans cette commission. Donc, c'est cette commission qui s'assied pour faire le choix suivant les maillages, avec l'APECAM bien sûr, pour choisir les huileries. Et la CMDT donne combien? Parce que c'est la CMDT qui donne les graines de coton. Et sur la production 2024, il y a une quantité, donc 10% des graines de coton sont mises à la disposition des huileries. Tout à fait. Et le reste, ça se passe comment? Le reste, parce qu'il faut savoir qu'au niveau de la CMDT, il y a deux quotas. Il y a le quota ordinaire et il y a le quota éleveur. Le quota ordinaire, c'est l'ensemble des huileries. C'est l'ensemble des huileries du Mali. Les 122 huileries qui sont approvisionnées par la CMDT. Donc, et le quota éleveur, ce sont les 13 huileries ou les 12 huileries que la commission technique a choisies. Ça, c'est les 10%. Là. Ça, c'est les 10%. Okay, d'accord. Et les 10% sont traités par les huileries sélectionnées par la commission technique. En fonction des régions. En fonction du maillage des régions. Voilà. Parce qu'il y a les 19 régions du Mali qui sont concernées et le district de Bamako. Et comment vous faites pour choisir les éleveurs ou les coopératives d'éleveurs? Les éleveurs et les coopératives d'éleveurs sont choisis suivant les interprofessions. D'accord. Bon, quand on prend l'interprofession... C'est un appel à candidature? Non. Oui, c'est les interprofessions. Dans l'interprofession, il y a plusieurs sociétés coopératives qui sont affiliées aux interprofessions. Quand on prend l'interprofession lait, il y a à peu près plus d'une cinquantaine de coopératives qui sont affiliées à l'interprofession au niveau du district de Bamako. Donc l'interprofession fait partie de la commission technique. Donc, ils informent les coopératives adhérentes. Donc maintenant, ils amènent leurs besoins au niveau des DERPIA. Donc ils recensent ces besoins-là et en fonction de la quantité, les besoins sont satisfaits en fonction de ça. Souvent, on a un manuel de procédure de gestion des intrants. Donc un bœuf en embouche a besoin de 3,5 kg par jour et durant 90 jours. Et pour un bœuf en production de lait a besoin de 5 kg de tourteau et par jour. Donc les besoins là sont calculés en fonction de ça. Et donc les éleveurs sont satisfaits à travers la quantité requise. Et chaque coopérative peut avoir jusqu'à combien de tonnes? Bon, ça dépend de la quantité attribuée à chaque région. Voilà. Pour cela, on a mis des critères. Comme l'embouche est le plus développé au niveau du Mali, on a attribué 40% de la production à l'embouche. Et les 30% pour la production de lait et 30% pour la production de coton-culture. Donc ça fait les 100%. Et vous parlez beaucoup plus de coopératives, mais pour un éleveur, parce qu'il y a des grands éleveurs, pour un éleveur qui a des milliers de têtes, est-ce que lui, cet éleveur-là peut aussi avoir un appui en aliments bétail de votre part? Il serait difficile, c'est possible, mais c'est difficile. Difficile en ce sens que l'État cherche à structurer les sociétés coopératives. Voilà, donc on ne peut pas que les gens aient un singleton. Il faut qu'ils aient en société coopérative, ils ont les mêmes idées,
Donc travailler ensemble, produire ensemble, afin que l'État puisse les contrôler. Mais si vous travaillez seul, nous, on ne peut pas vous contrôler. Mais si vous êtes dans une société coopérative, on peut vous structurer, on peut vous contrôler, on a un droit de regard sur vous. Donc c'est possible parce que l'État ne peut laisser personne en marge. Mais il serait souhaitable que la personne intègre une société coopérative pour qu'il soit satisfait. Et 10%, vous pensez que c'est 10% des graines de coton de la campagne, vous pensez que c'est suffisant pour le bétail, que nous avons envoyé? Parce que vous avez dit pour les 10% des graines de coton, c'est pour 432 000 têtes de bovins. Oui. Et c'est sur une population de combien de bovins, par exemple, au Mali? Bon, on peut dire qu'une aide est toujours salutaire, mais il serait souhaitable que si on peut l'augmenter. Et le président de la PECAM l'a demandé. Parce que les 432 000 là, quand on prend l'effectif du cheptel bovin au Mali aujourd'hui, ça fait 14 millions de têtes. 14 millions. Voilà, 14 millions de têtes. Si les 10% satisfait 432 000, ça fait 3,08%. D'accord. Imaginez 3% par rapport à... On ne peut pas dire que c'est insignifiant, mais ça permet aussi de régler un peu le cours du marché. Si on a un plus, c'est souhaitable. Et, monsieur Diarra, ça vous intéresse aussi l'élevage, ça vous intéresse aussi l'aliment bétail pour une population malienne? Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, écoutez, moi je pense que c'est encore une fois une très belle initiative du président de la transition, le général d'armée, qui est en train de mettre en place une stratégie qui va contribuer à mieux nourrir les animaux, à mieux porter l'élevage. Et donc nous qui sommes la population, nous avons deux grands bénéfices qu'on vient de dire. C'est la chair, on va avoir une bonne viande, peut-être à un bon prix, et aussi du lait, et du lait de bonne qualité. Donc pour moi, c'est vraiment une très bonne initiative que je salue d'ailleurs, et que la direction est en train de mettre ça en œuvre sur le terrain. Moi, je pense que c'est une très bonne chose. Et ça concerne que les bovins. Vous pensez que ce serait mieux aussi de l'étendre aux petits oui, bien sûr, il faut commencer quelque part. S'ils commencent avec les bovins, certainement, ils vont avoir une sorte d'expérience, ça va être un cas pilote. Et donc, ils vont tirer les leçons, faire des enseignements et voir dans quelle mesure maintenant faire la mise en échelle sur les autres catégories. Donc, moi, je pense que déjà, c'est un très bon début. Et donc, ça peut permettre effectivement de faire la mise en échelle. Monsieur Ouattara, pourquoi vous avez choisi d'abord les ovins? Les bovins, et non les petits ruminants, et non les ovins et caprins. Parce que c'est dû à l'embouche bovine est très développée plus que l'embouche ovine caprine. D'accord. Parce qu'il faudrait-il savoir que les Mali consomment plus de bœufs que d'ovins caprins, que de petits ruminants. Donc en augmentant la production de viande, ça peut régler le coût du marché. S'il y a suffisamment d'animaux embouchés sur les marchés, il y aura suffisamment de têtes abattus au niveau des abattoirs, donc il pourra influencer le coût de la marmite. Voilà, donc c'est pour ça qu'on a commencé, comme le collègue l'a bien dit, on a commencé petit à petit avec les animaux, les grands ruminants. Si ça nous réussit, peut-être avec l'augmentation tant souhaitée, si cela venait à être un acquis, on pourra étendre sur les petits ruminants. Mais les coopératives que vous allez appuyer avec l'aliment bétail, est-ce que vous êtes sûr que ces coopératives vont revendre, ou en tout cas vont vendre les bœufs moins cher? Effectivement, parce que dans la mesure où il y a un cahier de charge, donc il y a deux types de cahiers de charge. Il y a un cahier de charge au niveau des industriels qui vont accepter de triturer et de donner uniquement à ce qu'on nous a proposé. Donc les coopératives qu'on va choisir, qu'on va les proposer. Et ensuite, il y a un autre cahier de charge avec les coopératives. Il y a une lettre d'engagement et que les bénéficiaires s'engagent à vendre les animaux embouchés au niveau du Mali. Et ces animaux ne seront pas exportés. Voilà. Donc à travers tous ces mécanismes-là, on peut se dire que y aura... Et ces animaux-là seront vendus sur les marchés maliens. Parce que les graines de coton de la CMDT, vous allez utiliser 10%, et le reste est toujours
Les 90%. Les 90% sont toujours traités par les huileries, par les autres huileries. Il y en a combien, les huileries? Sont nombreuses au Mali? Oui, bon, si je ne me trompe pas, il y a 122 huileries que la DENI a recensées, la Direction nationale des industries. Donc, ils font partie de la commission technique. Et sur ça, vous choisissez une douzaine. Une douzaine ou une treizaine. Voilà, 10 ou 13. Voilà. Maintenant, suivant les maillages. Par exemple, quand on prend la région de Kita, il n'y a qu'une seule huilerie. Donc, on ne peut pas laisser cette huilerie-là et donner la quantité de coton-culteurs et des emboucheurs aux huileries de Bamako. L'objectif tant souhaité ne sera pas atteint. Maintenant, quand on donne à cette huilerie, les producteurs de Kita vont trouver l'aliment sur place à un moindre coût. Il n'y aura pas le coût de transport. Parce que si on choisissait une huilerie à Bamako, il y aura le coût de transport qui va s'adjoindre au coût de l'aliment. Donc ça va augmenter le coût de production. Mais si on fait le choix de l'huilerie qui se trouve sur place, le coût de transport s'efface. Donc on est parti sur cette base-là. Donc pour choisir les huileries, donc les 13 ou 12 huileries, voilà, choisies parmi les 122. Et donc l'embouche bovine permettra d'avoir plus de bœufs sur le marché et plus de bœufs nourris, bien nourris, mais aussi plus de lait. Plus de lait. Parce que les bœufs embouchés aussi donnent plus de lait. Non, ce sont les vaches laitières. Ce sont les vaches laitières. Mais qui sont aussi nourries avec cette quantité. Tout à fait. C'est pour cela que dans les manuels de procédure de gestion des intrants, les quantités ne sont pas les mêmes. Pour les bœufs en embouche, c'est 3,5 kg. Et pour les vaches laitières, c'est 5 kg par jour et durant la période de lactation. La période de lactation dure 7 mois, soit 210 jours. Voilà. Et par contre, l'embouche ne dure que 90 jours. Donc, il y aura 3,5 kg. 3 mois. 3 mois. Voilà. Donc un petit bœuf qu'on a en 3 mois, on peut l'avoir très fort, très bien nourri. En bon point. Mais au Mali, on ne vend pas les bœufs suivant le poids. C'est juste, on regarde, on dit, bon voilà, on fixe le prix. C'est l'état d'un bon point. Voilà. Est-ce que c'est normal? Est-ce qu'il y a moyen de vendre en fonction du poids? Parce que quelqu'un qui achète le bœuf pour aller vendre la viande, ben, lui, il vend la viande suivant le poids. Le poids carcasse. Voilà. Mais il a acheté en regardant comme ça, ben, le bœuf peut avoir un bon embonpoint, mais en réalité, peut-être qu'il n'est pas aussi lourd. Ça, c'est la technique d'alimentation. Voilà, parce qu'il faudrait savoir que ce que l'animal a besoin, l'animal prend ça et transforme ça en viande et le reste est transformé en matière grasse. Voilà, donc les besoins de production, l'animal prend ça et l'excédent là est transformé en graisse. Donc, pour revenir à votre question, nous, on avait expérimenté à travers l'abattoir Laham d'Ekaï, par pesée, la pesée. Donc, compte tenu du circuit commercial malien, il y a tellement d'intermédiaires. Donc, ça n'a pas été une réussite. Sinon, c'est un plus-value pour les producteurs et pour l'industriel, que le boucher soit l'abattoir. Mais, donc, compte tenu de notre circuit commercial, donc, ça n'a pas pu porter ses fruits. Sinon, c'est mieux que la vente au plus vif. Parce qu'on voit l'état d'un bon point, on apprécie et on discute, on marchande. Donc si nous tombons d'accord, on paye. Or, par rapport à la pesée, on tombe sur le prix de vente du kilo. Si c'est 750 francs, l'animal monte sur une bascule et on paye. Si ça donne 200 kilos, c'est multiplié par les 750 et il est payé. Il y a des gens qui disent, je ne sais pas si c'est vrai, qui disent que souvent on pompe les animaux pour les gonfler un peu et puis les vendre. Non, et puis ça n'est même pas... C'est pas bon même pour l'animal. Ce sont des dires des gens que je ne peux pas me prononcer là-dessus. Mais je ne dirais pas que c'est faux. Mais en tout cas, je n'ai pas entendu, je n'ai pas l'habitude de voir aussi. Parce que étant agent de terrain, j'ai fait 25 ans sur le terrain. Donc je sais ce dont je parle. Et je sillonnais les marchés, plus de 10 marchés par semaine que je sillonnais.
Donc, je n'ai jamais vu ça. Bon, c'est possible, hein. Comme vous avez des informations, voilà, dont nous, en tant que techniciens, on peut ne pas attendre certaines choses que vous pouvez l'attendre. Mais ce n'est pas bon pour l'animal même. Parce que quand, en insufflant de l'air, ça peut amener d'autres problèmes, voilà, de santé que l'animal ne pourra pas subir à long terme. Parce qu'il n'est pas dit que ton animal sera acheté au jour. C'est ça. Et si l'animal n'est pas acheté le même jour, or tu l'as insufflé de l'air, comment l'animal va survivre? Ça sera un peu difficile. Monsieur Diarra, qu'est-ce que vous préférez? Qu'on vende les animaux selon leur poids? C'est possible? Bon, c'est possible, ça va demander une grande restructuration, mais l'achat à la bon point, pour moi, ça ne pose pas trop de problème. Parce que c'est un secteur où il y a de l'expérience aussi, il y a de l'habitude. Donc ceux qui sont du domaine, voyant seulement un animal, ils ont une bonne appréciation de la chair, de son poids. Même, voilà, il y a des gens même qui arrivent à imaginer tout ça. Là. Je connais des bouchers qui voient un animal seulement et ils disent ça fait combien de poids à peu près, combien de ça. Donc vraiment, ils sont très forts, ceux qui sont dans ce milieu-là. Ils sont très très forts, ils ont beaucoup d'expérience qui les permettent effectivement de s'en sortir même s'il n'y a pas de pesée. Mais si on peut peser encore une fois, ça peut être une grande amélioration par rapport effectivement à la commercialisation de ces bêtes-là. Et vous êtes, vous, personnellement optimiste quant à la baisse des prix de bovins ou le prix de la viande avec cet appui de l'État? Je suis optimiste, je suis vraiment optimiste parce que je sais que ça aura forcément des répercussions positives sur le prix de la viande, sur la qualité de la viande. Encore qu'il y a les cahiers de charges dont tu l'as mentionné, qui stipulent que les bêtes qui vont profiter de la subvention vont rester au Mali. Donc plus on a la quantité de bêtes, forcément le prix va sentir cela. Parce qu'avant on exportait tout et finalement les coûts étaient élevés dans le pays. Je crois que les auteurs ont décidé à un moment donné de mieux encadrer ça. Et pour moi, ça peut donner de l'espoir que effectivement les prix vont chuter. Un dernier mot, peut-être, M. Ouattara. Parmi les bénéficiaires de cet appui, de cet aliment bétail, il y a aussi les cotonculteurs. Et à quel niveau les cotonculteurs? Pourquoi faire? Les cotonculteurs sont choisis au niveau des bassins de production de la CMDT. Là où la culture de coton s'exerce. Quand on prend la région de Kita, ce n'est pas l'ensemble des 19 régions où les cotonculteurs... C'est les zones cotonnières. Voilà, ce sont les zones cotonnières où la culture de coton se vit. Voilà, donc il y a l'interprofession de coton qui est dans la commission aussi. Donc, ils connaissent les sociétés coopératives qui sont à leur sein. Donc, à travers les quotas qui leur sont attribués, donc ils donnent ça à ces différentes coopératives qui pourront prendre ça au niveau des usines. Parce que les produits que nous délivrons... Parce que pour le cotonculteur, ce n'est pas pour faire de l'embauche. Non, c'est pour les baies de labour. Ok, d'accord. Voilà, c'est pour augmenter les rendements des baies de labour aux approches à la tombée des premières pluies. Parce que le constat a été fait quand on quitte la période de crise, donc l'hivernage s'installe. La période de soudure. Voilà, dans la période de soudure. Donc cela trouverait que les animaux ne sont pas en bon état, dans bon point. Donc il ne peut pas donner un bon rendement pour les premières cultures et les premières semis. Donc l'initiative présidentielle est salutaire à ce niveau parce que ça permettra aux animaux des baies de labour d'être en bon état pour donner de meilleurs rendements à la première pluie. Ok, merci beaucoup, Monsieur Ouattara. Merci également à vous, Monsieur Diarra. C'est la fin de cette émission. Je vous remercie de l'avoir suivi. Tout de suite, le journal de 13h avec Ousmane Dao. Excellent après-midi à toutes et à tous. Au revoir.